Avant, je ne savais pas ce que c'était d'être jeune aidant. Le terme, je ne le connaissais pas et ça ne m'est pas venu à l'esprit une seule fois. Je ne sais pas si je me vois comme une jeune aidante, en fait, parce que je me vois comme la grande sœur qui a un petit frère, quoi. C'est tout. Statistiquement, il y aurait entre 1 et 2 jeunes aidants par classe. C'est énorme. C'est l'histoire d'une ado de 14 ans. Elle s'appelle Morgane, mais ça, c'est pas important. C'est déjà difficile pour un adulte aidant de cumuler son emploi et sa situation d'aidance. Et bien pour un jeune, c'est tout aussi difficile. Ils ne sont pas à leur place, les enfants. C'est pas la place d'un enfant que de s'occuper de son parent qui est malade. C'est des trucs ingrats en plus. Hein. Quand j'avais envie de vomir, c'est eux qui allaient me chercher la bassine. Quand j'étais allongée, je ne pouvais pas me lever. Et en même temps, c'est des jeunes qui vont développer des compétences que d'autres ne vont pas forcément développer à cet âge-là. On me l'a souvent dit que genre, je parlais comme une adulte, que j'agissais comme une adulte. Enfin, moi, je trouve pas personnellement. Il y a des problèmes d'absentéisme, des problèmes de retard, des problèmes parfois qui vont jusqu'au décrochage scolaire. Là, j'ai une épreuve de maths demain, je suis pas prête. J'ai une dissertation de français vendredi, je suis pas prête non plus. On doit être l'infirmière, mais on doit être la maman du petit frère. Ça prend une grosse partie de notre temps et des fois on s'oublie soi-même en fait. Clairement, dans un premier temps, ils ont besoin d'être écoutés. Enfin, ils savent que ma mère est en fauteuil parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu, mais je leur dis pas que je l'aide, enfin, que tout ça, je l'aurais jamais aidé à mes amis. J'ai l'impression qu'ils vont pas comprendre en fait. Voilà, on n'en parle pas aux enseignants parce qu'on peut avoir des craintes tout à fait légitimes sur peut-être une peur d'être séparé de son parent. Hein, vous imaginez dans une famille monoparentale. Il y a la maladie qui est déjà très dure à vivre. Si en plus vous nous enlevez nos enfants, non. Aussi bien pour le parent que pour l'enfant. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des jeunes qui sont invisibles. Ce qui est bien avec une sœur malade, c'est que quand elle est malade et que toi aussi tu es malade, on reste jouer à la maison. C'est un truc que j'adore. Jade, c'est avant tout un regard bienveillant porté sur des jeunes qui traversent une situation difficile parce qu'ils sont aidants d'un parent, d'un frère ou d'une sœur malade ou en situation de handicap. On n'est pas dans la plainte ici. On n'est pas en train de leur dire « Oh, mon pauvre petit, c'est affreux ce que tu vis ». On s'en fout, ça ne sert à rien. Les ateliers cinéma-répit de Jade, c'est un dispositif qui est sur du long terme, puisque ça couvre pratiquement une année scolaire. L'objectif des films, c'est que chaque enfant arrive à trouver une forme personnelle, que ce soit dans le dessin animé, le documentaire, etc., dans laquelle on dit ce qu'on a sur le cœur. Et là, je fais les bouches pour les voir sourire. Et en fait, ce sera les personnages qui feront la fête pour souhaiter que Zoé elle ne soit plus malade. Pour les petits, on a choisi l'animation. Et l'animation, c'est quand même quelque chose de concret. Donc du coup, ils ont le temps de patouiller, de dessiner avant que les choses se disent. Les grands, quand ils sont bloqués, ça peut être beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par le regard des autres sur eux. Et puis surtout parce qu'il y a des choses
C'est pas pour rien qu'ils les disent pas, c'est que c'est beaucoup trop douloureux de les dire. D'abord, elle souffre, elle essaie de ne pas le montrer, mais c'est parfois très compliqué. Elle craque seule dans sa chambre, elle a mal, très mal. Maintenant que Léo et Pierre travaillent avec nous, qui sont musiciens, on passe aussi parfois par la chanson, la musique, et ça les aide beaucoup. C'est mon père et je suis son fils, mais c'est aussi tout le contraire. Il est parfois autoritaire et tout, là. Mon père n'est pas comme ça pour rien. C'est un traumatisé crânien. C'est vrai. Quand il est revenu la première semaine, il était léger. Léger. J'ai mis un nom sur ce que j'étais. Martin n'écrit jamais. Et au cours de cette semaine, il avait écrit un texte, des choses qu'il ne disait pas. Ça a été assez bouleversant quand même. Ils ont cet espace-là où ils sont en réussite, c'est hyper important. Parce que quand à l'école ça déconne, être en réussite quelque part c'est bien. Ils sont en réussite, ils sont entre eux, ils peuvent parler de tout, ils sont protégés et ils n'ont pas besoin d'être aidants. C'est du répit, quoi. Ils font un film, mais ils font pas qu'un film. Ils se rencontrent, ils échangent, ils grandissent les uns avec les autres. Ils vont surtout se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Ils nous disent parfois être déprimés, être tristes, être angoissés, avoir du mal à dormir. La mort les interpelle, se disent, mais Kylian me l'a dit souvent, et si tu meurs quand je suis à l'école? Ou et si tu meurs quand je suis en train de dormir? Longtemps, il a dormi avec moi parce qu'il avait peur que je meure quand je dors. Les problèmes de santé mentale sont aussi souvent évoqués. Donc offrir du répit, un espace de dialogue, un espace de parole, sentir qu'on n'est pas tout seul, ce sont des choses qui concrètement aident en termes de prévention de ces troubles-là. Ça fait partie des choses qu'il faut absolument garder en tête quand on parle de jeunes aidants. On peut aussi réfléchir à ce que font d'autres pays. Tu vois des gens parler aux cailloux, ça fait toujours un petit peu bizarre. Le biceps, c'est un endroit où on reçoit des jeunes de 7 à 25 ans qui ont un parent ou les deux qui souffrent de troubles psychiques. J'ai peur en fait qu'ils la trouvent bizarre. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens justement qui la trouvent bizarre et du coup... Oui. Malgré tous les efforts qui sont faits, le trouble psychique, ça reste quelque chose d'assez tabou. Ça va amener beaucoup de questionnements autour de « mais est-ce que c'est de ma faute ?» Apporter de la clarté et des réponses à ces questionnements-là, c'est énorme. J'en parle pas à mes amis. Il y a beaucoup d'enfants qui restent dans un secret, il y a beaucoup de choses qui se disent pas ou qui se parlent peu, même en famille. Hein. Selon leurs besoins, selon aussi l'âge qu'ils ont, leurs difficultés, on va leur proposer soit juste de les voir quelques fois pour parler de la maladie du parent, mettre des mots dessus qui soient adaptés aussi à l'âge des enfants. J'ai compris ce que c'était la maladie de ma mère. C'est l'idée de pouvoir en parler pour que, une fois devenus adultes, ce ne soient pas des gens qui ne parlent pas, qui soient déconnectés de leurs émotions. Ça, c'est le risque. J'étais très agressive avant de venir ici. Et depuis que j'ai rejoint le groupe, j'arrive à extérioriser. Moi, c'est ça que j'aime bien parce que du coup, je découvre un peu une partie de moi-même que je ne connais pas. Alors les filles, que va-t-il se passer à la famille Pitibus? Vous savez le truc par rapport à la Saint-Valentin vu que c'est bientôt? Bah ouais. On peut. Dans le groupe des enfants, on va demander en début d'année de créer une famille imaginaire. Et dans cette famille imaginaire, on va leur demander de cibler un des parents qui serait porteur d'un trouble. Vu que la mère elle est parano, je pense qu'elle va crier et tout, tu vois. Ouais. Et on va jouer les aventures de cette famille tout au long de l'année. Et ils ont peur, du coup ils fuguent. Ouais, ils fuguent. Ouais.
Donc il peut se passer les pires catastrophes. Tu veux me tuer, mais je suis sûre que Il n'a pas pris ton médicament. Il peut y avoir des meurtres, il peut y avoir l'apocalypse. Oui, c'est ça exactement, papa. Il veut tuer maman, papa, il veut tuer maman. Tu fais fuir les enfants. Mais ah non, ben mais bravo. c'est toi. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on sort de ce jeu. On sort d'ici, c'est fini. Ça me libère des poids sur les épaules des fois. Ça fait du bien de se dire, mais je suis pas seule, quoi. Y a d'autres jeunes qui vivent la même situation et puis qui s'en sortent. Donc, moi aussi, je peux. C'est un concept qui existe déjà en Angleterre et on s'était dit dès le départ de l'association qu'on voulait ouvrir un espace comme celui-ci pour les jeunes aidants en Belgique, quoi. Très accueillant, très soutenant, un peu comme un cocon, un peu un répit, un peu un moment de pause. C'est un endroit où on peut être en paix. Les jeunes ne doivent pas s'inscrire pour venir. Ils toquent, ils restent une heure, une demi-heure, ils viennent faire un bisou, un coucou. Parfois, ils viennent tout le temps de la permanence. Chez soi, c'est peut-être pas toujours évident de travailler. Parfois, ils ont besoin de parler et on est évidemment là pour les écouter et parler s'ils en ont envie. Ça m'a apporté, entre guillemets, je l'appelle ce gouvernail intérieur que j'avais perdu ou perdu de vue. Il y en a qui viennent et qui ont juste besoin de se mettre un peu loin, être sur leur téléphone, dormir un peu, faire leurs devoirs et d'être au calme. Et c'est quelque chose qu'on respecte et cette maison est là pour ça aussi. Il y a un salon, un lit, une cuisine. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir son petit chez-soi, on va dire. Pour créer cette maison, on s'est basé sur des témoignages. Et il y en a qui expliquaient qu'ils doivent veiller sur leurs parents la nuit en fait à tour de rôle. Et du coup, quand ils vont à l'école, ils vont à l'infirmerie pour dormir. Et qu'ils avaient besoin d'un endroit où, après l'école, pouvoir venir dormir quelques heures avant de réenchaîner les nuits de garde de parents. Et puis pouvoir suivre une scolarité normale. Le répit, c'est notre base. Et après, il y a tout ce qui est autour et toutes les branches que ça a qui sont très diverses aussi. Un moment d'insouciance. Et même si c'est un petit moment, en effet, il y a une innocence qu'on retrouve. Et vraiment tout ce qui est de l'ordre du difficile ou de la tristesse extérieure, un moment, justement, ici, maintenant, on y échappe. Et là, il y a des choses qui se passent et qui sont de l'ordre de... ça vient me donner de la force, ou ça vient me donner de la joie, ou ça, voilà. Ça, c'est tout bon, quoi. Prendre un câlin où on peut le prendre, d'aller prendre une tendresse là où on peut la prendre, ça fait du bien. Il y a encore des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a des jeunes qui réalisent tout un tas de tâches, ont tout un tas de responsabilités et s'occupent d'un proche de cette manière-là. Il y a des gens qui ne le savent pas encore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Dans 2 écoles secondaires et 3 écoles primaires, on a mis en place une éducatrice pour sensibiliser les jeunes aidants qu'ils sont jeunes aidants et qu'ils peuvent être soutenus. Soit on peut venir me voir directement, soit on peut passer par le biais de l'éducateur référent. Et après, pour tout ce qui est corps enseignant et les autres élèves, c'est aussi très important. C'est d'autant plus important parce que vous êtes de futurs éducateurs et donc vous serez peut-être sans doute amenés à côtoyer des jeunes aidants proches ou des aidants. Donc merci à tous pour votre écoute et parlez-en autour de vous. Petit à petit, il y a une prise de conscience qui se fait, mais maintenant, il faut que ça aille beaucoup plus vite parce que les risques liés à cette situation d'aidance sont tellement importants que c'est une véritable question de santé publique. Elle rêve qu'un ange vienne la sauver.